All right, on y va. Alors, bienvenue tout le monde. Ah, OK, ça marche. Alors, on va faire 3 au début finalement. C'est bon? Monsieur le technicien, ça va? All right. Bon, alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue. Mon nom est Simon Chouinard. Je suis le directeur général d'entrepreneuriat U-Laval, le centre d'entrepreneuriat universitaire et l'incubateur d'entreprises innovantes et responsables de l'Université Laval. On vous accueille ici aujourd'hui à la centrale, l'espace entrepreneurial de l'Université Laval. Super content de vous accueillir tout le monde. C'est l'activité de clôture de la 8e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat à l'Université Laval. Très content. Nous avions des activités toute la semaine. On a eu des gens qui ont participé en grand nombre. Une soirée d'ouverture lundi, des activités le mardi, le mercredi, le jeudi, notamment avec la Faculté des sciences et de génie, la Faculté des sciences de l'administration, la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Nous avons eu une journée toute spéciale hier dédiée à la santé mentale avec l'événement Le Grand Saut organisé par Main dans le cadre de l'initiative Parachute pour la santé mentale des entrepreneurs. Et aujourd'hui, on termine ça en beauté avec un balado. On va vous introduire tout à l'heure à l'activité, un balado qui va mettre en valeur Entre Génie et notre ami Jérémy. Alors, ça nous fait plaisir. J'espère que vous allez avoir du plaisir autant que nous. Pelera, bonjour. Comment ça va? Bonjour Simon, ça va très bien, merci. Et toi? Ben, ça va très très bien. Puis vu que c'est un balado et qu'il y a des gens qui vont nous écouter en ligne, je veux juste mentionner que, comme toujours, tu rayonnes et que c'est un plaisir extraordinaire pour moi de passer un petit peu de temps avec toi. Pour moi, tu es mon co-animateur préféré. C'est je ça. n'aime pas souvent, mais quand même, c'est un compliment. C'est marquant, hein? C'est marquant. Il y a des choses qui arrivent là, quand on fait ça. C'est merveilleux. En fait, Pelera, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ton rôle au sein de la magnifique famille Québécois? Je te laisse la parole pour nous en parler un petit peu. Bien sûr. Donc, Pelleras Ondécon, je suis directrice générale d'Astérix chez Québécois. Donc, Astérix qui est une division, en fait, qu'on a lancée chez Québécois il y a à peu près 3-4 ans maintenant. Donc, c'est notre division à travers laquelle on lance des initiatives en entrepreneuriat innovant. Donc, entre autres, par exemple, on a un fonds de capital de risque où on investit dans des startups. Et on a aussi toutes sortes de programmes dont les bourses Pierre Péladeau, entre autres, sur lesquels on collabore avec Entrepreneuriat U-Laval, mais des programmes pour soutenir, en fait, l'entrepreneuriat là, en général au Québec. Donc, Québécois est très mobilisé en entrepreneuriat depuis des décennies, mais depuis quelques années, on le fait de manière plus structurée à travers Astérix. Puis on est très content d'être partenaire d'Entrepreneuriat U-Laval depuis 2 ans maintenant, donc avec plusieurs initiatives, dont la Belle Murale. Vous pouvez voir notre logo, là, Astérix Québécois, la Belle Murale des entreprises incubées, qu'on est très fiers, en fait, de propulser, de présenter. Très fier aussi de ce merveilleux, cette merveilleuse plateforme pour faire parler de nos incubés, dont on était très, très, très fiers, évidemment, là. Puis, dans le fond, aujourd'hui, on est là juste à titre d'invité pour venir voir ce qui se passe. On aime beaucoup aussi l'équipe de Tessellate, donc on vient aussi les soutenir. Mais on est venu avec une petite activité ludique qu'on vous propose après. Donc, partez pas trop rapidement à la fin du balado. Là, on a notre petit kiosque. On a aussi du dessert parce que qui dit pizza dit qu'il faut un bon dessert après. Donc, on a des beignes de chez Beico qui vous attendent. Et donc, on a une petite activité où on pose des questions un peu ludiques. On teste les connaissances aussi, la culture générale en entrepreneuriat. Donc, on est bien curieux là, de voir quelle est votre curiosité, votre niveau de curiosité en entrepreneuriat. Puis, justement, je me disais, Simon, j'aimerais bien te poser quelques questions, du genre des questions qu'on pose dans nos Vox Pop sur les campus universitaires. Donc, première question, Simon, parce qu'on veut apprendre à mieux te connaître, toi. Donc, si tu ne pouvais utiliser qu'un seul emoji pour décrire ton quotidien, pour décrire ton expérience chez Entrepreneuriat U-Laval, lequel choisirais-tu? Alors, d'abord, est-ce que j'utilise des emojis? Ça, c'est la première question, mais non, j'en ai choisi un, en fait. C'est la face sourire, mais avec des étoiles dans les yeux. Oui. Parce que moi, je suis émerveillé à tous les jours par plein de choses. D'abord, la passion des gens, leurs intérêts, leur volonté de changer des choses, la persévérance, la résilience, tout le chemin qu'ils parcourent, puis la maturation qui est personnelle.
dans ce cheminement-là qu'ils obtiennent, moi, je trouve que c'est un gros wow. Je suis émerveillé de ça. Évidemment, je travaille avec une équipe hallucinante qui m'impressionne à tous les jours. Alors, je peux pas dire autre chose que ce bel emoji avec des étoiles dans les yeux. C'est une excellente réponse. J'ai l'impression qu'on l'utilise pas si souvent, mais ça, c'est un excellent contexte dans lequel utiliser cet emoji-là. Ouais, on va la garder, celle-là. Oui, hein? oui. Ouais. Tout à fait. Alors, si tu avais accès à une machine à voyager dans le temps, est-ce que tu retournerais dans le passé ou tu te projetterais dans le futur? Ah, excellente question. Alors, moi, j'irais dans le futur. OK. Ouais, je suis très intrigué, moi, de voir comment on va vivre dans le futur avec la technologie, puis comment on va ça va être quoi notre humanité dans ça? Comment on va évoluer, là? Ça a évolué dans les 10, 15, 20 dernières années avec des technologies absolument extraordinaires, mais le rythme à laquelle ça évolue va s'accentuer et ça va être assez étourdissant. Alors, j'aimerais ça assister à ce que l'humanité va être dans le futur avec avec tout ça. Et évidemment, sur un plan beaucoup plus, je dirais, égoïste, je voudrais savoir si effectivement dans le futur on l'a inventé, la machine à voyager dans le temps. Et là, je reviendrais dans le passé. Pour, par exemple, je ne sais pas moi, assister à une finale de Coupe Stanley où les Canadiens gagneraient. Là, c'est une bonne réponse quand même, c'est vrai. Tu as raison, c'est un mix des deux. Un mix. Très bonne réponse. J'ai toujours été équilibré. Hein, oui, c'est une balance, moi, dans la vie. Hein, si tu voulais savoir, apprendre à me connaître un peu plus, là, ouais, c'est ça. Si tu avais fondé n'importe quelle entreprise québécoise, existante ou passée, ce serait laquelle? OK. J'irai pas chercher bien loin, là, puis je vais aller avec un coup de cœur très personnel, puis sachez que, là, je vais nommer une entreprise, mais sachez qu'on aime tous nous incuber de la même façon, OK? Égal. Correct? OK? Disclosure, là, tu sais, faites attention. Oui. Warning, là, OK? Je les aime toutes pareilles, OK? Oui. Mais j'aimerais ça aller travailler dans le shop chez Ferréol. Ah oui! Dans le shop. Tu sais, construire de quoi de physique que tu mets sur le marché, tu l'utilises toi-même, tu t'en vas sur les pentes de ski. Moi, j'ai été instructeur de ski quand j'avais 16 ans. J'ai été 2 saisons, j'ai été au relais, puis j'ai enseigné le ski. Et c'est ça, ça fait que c'est comme ton sport, un sport de prédilection, de travailler. Oui, c'est un sport. Puis j'irais dans le shop parce que j'aime ça, moi, les shops. J'aime ça quand ça sent le brin de scie, puis que ça sent la colle, puis que ça sent... Ouais, exactement. Fait que je vivrais cette trip-là. Ah, génial! Puis de dire qu'on a un impact environnemental, puis qu'on est capable, en plus, d'avoir un matériau innovant qui va être appliqué dans toutes sortes de secteurs d'industrie, puis qui va révolutionner ça, ben là, écoute, c'est fou, là. Oui, absolument. Ouais. Donc, Ferréol qui est un lauréat. Oui. Des bourses, on va faire un petit segue vers les bourses Perpelado, qui est un lauréat d'il y a 2 ans, en fait, de l'édition 2023. Oui, c'était la 25e édition. 25e édition. Oui. Donc, premier prix des bourses Perpelado. Un beau chèque de 75 000 je veux dire, oui, c'est significatif avec l'effet de levier qu'on peut faire avec ça. Puis, on va... ça a l'air que tu te vantes pas quand tu dis quelque chose qui est vrai. Hein? You don't brag when it's true. OK? Fait qu'on va dire quelque chose tout de suite. C'est que Entrepreneuriat U-Laval a eu la chance d'accompagner les 2 derniers gagnants des bourses Pierre Pellado. 2 derniers premiers prix. Oui, deux derniers premiers prix. C'est ça. Oui, donc il y a une petite pression, en fait, là, qui s'installe. C'est les bourses Pierre Pellado. Je mentionnais tout à l'heure, chez Québécois, on a plusieurs initiatives en entrepreneuriat. Donc, les bourses Pierre Pellado, qui est un programme qui roule maintenant depuis 26 ans, donc même avant Astérix. Et en janvier prochain, là, qui arrive, on va lancer la 27e édition. Donc, on va être à la recherche des startups les plus prometteuses qui sont menées par des étudiants universitaires à travers le Québec. Donc, c'est vraiment une compétition provinciale. Puis, on donne 5 bourses, en fait, donc de 15 à 75 000 $. Donc, le premier prix, 75 000 $. Et effectivement, je dirais qu'Entrepreneuriat U-Laval, dans les 26 dernières éditions, détient le record du plus grand nombre d'entreprises lauréates aux bourses, là, parmi toutes les universités du Québec. Et depuis 2 années, ça mérite le premier prix. Donc là, cette année, il y a de la pression. Il y a de la pression. Oui, là. Il y a de la pression. On aime, mais c'est positif. La pression, dans une mesure raisonnable, c'est une pression qui est positive. Puis, tu sais, on discutait tantôt, Pellerin et moi, puis on se disait, on vit des temps qui ne sont pas nécessairement faciles. Il y a des resserrements budgétaires.
Il y a des mouvements sociopolitiques pas évidents non plus. Il faut en tenir compte. Les finances publiques sont beaucoup sous pression. Et on dit, il y a un dicton qui dit que la nécessité crée l'occasion de l'innovation. C'est que quand on n'a pas beaucoup de moyens, c'est là qu'on est les plus créatifs et qu'on se débrouille le plus pour faire avec le moins possible. Puis il y a une théorie là-dessus, l'affectuation, puis qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut perdre, puis comment on peut prendre la prochaine étape, le prochain step, là, le plus petite étape qu'on peut faire avec qui qu'on est, puis qui qu'on connaît, puis qu'est-ce qu'on a à notre disposition, comment on peut avancer. Il va falloir aller là. Il va falloir aller plus en mode solution de ce côté-là, mais en sachant qu'il y a des super belles aides comme les bourses Perpelado, ça c'est magnifique. Puis moi je dirais en fait que ce qu'on remarque nous dans les dernières années, c'est que la probabilité qu'une entreprise se démarque dans un concours comme ça, elle est très liée à la qualité de l'accompagnement qu'elle reçoit grâce à des organisations comme Entrepreneuriat U-Laval. Donc, pour ceux qui sont pas encore lancés en entrepreneuriat, mais qui songent à se lancer, vous avez les experts, les meilleurs pour vous accompagner là-dedans. Et éventuellement, ça favorise vos chances. Les statistiques le disent, ça favorise vos chances de recevoir une aide, une bourse de chez Québécois par la suite. Comme tu l'as déjà dit, c'est pas juste l'argent, c'est qu'à partir du moment où on fait un peu partie de la famille Québécois, et il y a une multitude d'opportunités qui s'offrent après ça aux entreprises de réseauter puis d'avoir accès à des aides et des ressources, absolument des synergies avec vos nombreuses entreprises partenaires et tout ça. Ouais. Exactement. C'est vraiment cool. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est très fiers aussi de soutenir Tessellate Robotics. Oui. Justement, qui sont nos plus récents lauréats du premier prix. Fait que, exact. Vraiment excité d'être ici pour le balado. Tout à fait. Puis je pense qu'on va être rendu effectivement à passer, à leur laisser la place. Donc, peut-être une grosse main d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Tessellate qui va se joindre à nous, pour Jérémy qui va nous animer ça de main de maître, c'est certain. On vous laisse la parole. Merci pour votre présence. Bon balado, chers mesdames et messieurs. Bonjour tout le monde, bienvenue à la plateforme Entre Génie. Merci d'être venu. Puis pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, merci de vous être branchés à la plateforme. On apprécie toujours votre présence énormément. Merci à nos invités de venir ici aussi puis de prendre leur temps puis discuter de sujets super intéressants. On sait que quand on démarre une entreprise, le temps est très, très, très précieux. Fait que je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps, les gars. Cette semaine, on fait une nouvelle formule. En fait, on reçoit en direct Tessellate Robotics à la centrale entrepreneuriale au pavillon Maurice Polac. C'est dans le cadre de l'événement pour la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, puis c'est l'événement de clôture, en fait. Fait que si vous l'écoutez en rediffusion, essayez de venir en live l'année prochaine. Vous allez voir, c'est sûrement plus le fun. Tessellate, en fait, c'est une compagnie émergente de l'Université Laval qui conçoit des robots spécialisés pour se déplacer de façon autonome dans des terrains difficiles comme la forêt, la neige, la boue et plus encore. Leurs solutions sont notamment déployées dans le milieu de l'agriculture, minier, industriel et de la défense. En Génie, on commence toujours avec notre question classique, les gars. Quel est votre parcours? Fait que ça ratisse très large. Je pense qu'école secondaire, ce que vous aimiez, les sports, si vous voyez faire ça. Fait que des fois, on a plus de temps. Là. Je pense que là, il va falloir peut-être plus condenser notre affaire. Mais sans plus tarder, je vous laisse les trois invités. Donc, on a Pierre-Hugo, Dominique et Simon-Pierre. Les trois se présenter un après l'autre. Moi, c'est Dominique. J'ai fait au début mon baccalauréat en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Dans ce parcours-là, en fait, au début, j'étais très passionné par la notion d'aider les gens. Je sais que c'est super large, mais au début, je voulais m'enligner dans le médical pour avoir une carrière plus proche. Ouais. Avoir une carrière où j'avais un impact concret. Mais par contre, à force de faire des projets, je me suis rendu compte qu'avec la robotique, en fait, tout était à faire dans ce domaine-là, puis qu'il y avait vraiment un beau potentiel d'impact dans la société. J'ai décidé de poursuivre, mais je me suis dit la meilleure façon d'avoir un bel impact, c'était de continuer à me former. C'est là que j'ai rejoint l'Université Laval, au Nord-Lab plus spécifiquement, le laboratoire de robotique mobile. Puis ça aussi, c'était une chance parce que c'était un laboratoire émergent, mais avec quelqu'un à la tête qui était vraiment un chercheur de classe mondiale, où on pouvait vraiment se dépasser. Puis dans ce laboratoire-là, en fait, on a vraiment repoussé les limites là, de robustesse d'algorithmes de navigation autonome. Puis on est venu un peu à la croisée des chemins de demeurer dans le parcours académique ou d'aller avoir vraiment l'impact qu'on voulait avoir dans la société. C'est pour ça qu'on a choisi le chemin de l'entrepreneuriat. Je vais laisser Simon-Pierre, mon collègue depuis très longtemps maintenant.
On a des bureaux justement à cette distance-là depuis 5 ans. S'introduire par après. Merci. Je m'appelle Simon Pierre. Mon parcours est assez linéaire en fait. J'ai fait mon bac à l'Université Laval en génie logiciel. Je ne savais pas du tout que c'est la robotique qui m'intéressait en fait. Moi, ce qui me stimulait, c'était vraiment les mathématiques, les sciences, mais tous les problèmes hyper complexes sur lesquels il faut vraiment se creuser les méninges, c'est ce qui me stimulait. Puis à la fin de mon bac, j'ai fait un stage justement au laboratoire dont Dominique parlait, le Norlab. Puis c'est là que j'ai découvert qu'en robotique, des problèmes comme ça, il y en avait beaucoup. Des problèmes complexes. Donc c'est la suite de mon parcours, là. J'ai fait ma maîtrise et mon doctorat. Pour ma part, ma spécialité, c'était plus la perception 3D en conditions difficiles. Donc, d'être capable pour un robot de percevoir son environnement puis de l'interpréter. Puis, comme Dominique disait, on a collaboré souvent pendant nos études sur des projets ensemble. Puis, c'est un peu ce qui a mené à Tessellate ensuite. Ouais, bon. Moi, de mon côté, c'était pas linéaire comme parcours. Fait que ça va amener peut-être un peu le ton de la discussion, mais moi, de mon côté, j'ai fait mon bac en administration en 9 ans. Donc, la manière que ça s'est passé, c'est qu'en fait, quand j'ai commencé mon parcours rapidement, je suis tombé dans... Le choix de ton micro rapidement. Ok, je me rappelle, c'est parfait, excusez-moi. J'ai embarqué dans l'entrepreneuriat très rapidement. Donc, même à mon premier cours, j'ai rencontré un gars qui est devenu mon associé dans le temps. On a cofondé une entreprise de chaussures de course sur mesure qui s'appelait Matsport, qui a changé de nom, qui est toujours en opération. Donc, j'ai commencé ça à 18 ans. Rapidement, je suis devenu beaucoup moins assidu comme étudiant, mais j'ai quand même continué à persévérer. Ça a été une entreprise où c'est là où j'ai appris à lever les fonds, gérer une chaîne d'approvisionnement, puisqu'on avait l'ambition, en fait, on a même réussi à créer des produits, des souliers de course sur mesure, produits au Canada, avec des chaînes d'approvisionnement à l'international, lever plus de 1,5 million en financement beaucoup trop rapidement. Bref, fait une tonne d'erreurs, mais ça a été vraiment, on va dire, mon école entrepreneuriale principalement. Je suis quand même retourné finaliser mon bac en administration. J'ai aussi appris que je ne savais pas compter. On pense tous qu'on sait compter, mais non, en affaires, c'est vraiment important de savoir très bien compter puis de comprendre les principes comptables. Donc, je suis retourné, je suis allé faire tous mes prérequis. Je suis actuellement au certificat d'accès au profil, en fait, pour aller chercher un CPA, un titre comptable. Mais je dois avouer qu'en ce moment, il y a beaucoup moins d'efforts. Je pense que j'ai un pattern, là. Je pense qu'on recommence à retomber sur la glace, puis focus, c'est sur une autre entreprise. Mais ouais, c'est un peu ça, l'histoire. C'est vraiment cool. Puis je pense qu'au fur et à mesure de la discussion, souvent, d'introduire les parcours, ça explique beaucoup de choses. Fait que je trouve que c'est le fun de les mettre en perspective au début, puis après ça, que ça vienne justement ajouter énormément à la discussion. Puis sans plus tarder, je me lancerai peut-être dans notre banque de questions qu'on avait regardé ensemble. Parmi celles qu'on avait ciblées, que je trouvais qui étaient les plus intéressantes, une des erreurs classiques que le monde va faire, là, c'est penser qu'on peut tout faire. Fait que c'est de penser qu'on est bon en technique, en marketing, en comptabilité, en ressources humaines. Puis je pense que vous avez vite compris ça. Puis justement, vous êtes une équipe qui est très multidisciplinaire. En quoi, pour vous, ça représente une force dans votre quotidien, ça? Puis je lancerai la balle à Dominique pour celle-là. OK, peut-être je nous transposerais dans les premiers balbutiements de Tessellate pour faire l'analogie de pourquoi c'est une force en version comment c'était une faiblesse au début. On voulait se lancer en entrepreneuriat. On avait un instinct qu'il y avait quelque chose de bon à faire. On n'avait pas nécessairement un problème ou un besoin exact qui est bien défini. On faisait de la consultation initialement. Puis, ne sachant pas où partir, on vient rejoindre Entrepreneurs Laval qui nous ont aidés, poser des très bonnes questions, puis commencer à nous former. Simon Légaré et David Desjardins, qui étaient nos... Excuse-moi. Quand tu tournes avec le micro aussi, c'est okay. Simon Légaré et David... C'est vraiment des rookies. C'est ça qu'il a été premier en live, là, fait qu'on... Faut s'attendre à ça. Là. Simon Légaré, David Desjardins, il était très patient avec nous. On n'avait pas vraiment d'idée là, comment attaquer les marchés, savoir où donner de la tête. On faisait des schémas avec des cercles, avec les domaines. Prenait beaucoup de temps, il était très patient avec nous. On a été vraiment chanceux. Mais, tu sais, on est très bon pour faire de la bonne technologie. Puis ça, on s'est bien formé pour ça. On est des scientifiques devenus entrepreneurs. Par contre, c'était assez évident pour nous que la capacité de comprendre l'équation de valeur des produits qu'on peut offrir à des clients, comprendre le potentiel de marché, comment bien monter une structure d'entreprise, une culture d'entreprise, bien comprendre ces éléments-là qui
évidemment, tout le monde, tu sais, je te dis ça, tout le monde va dire oui, c'est évident qu'il faut le faire, mais c'est pas pareil quand t'es dedans. Puis quelqu'un qui l'a déjà fait auparavant, qui a déjà appris des choses, on avait besoin de ça. Puis initialement, Pierre Hugo nous amenait gratuitement par amitié, mais c'est nous qui n'arrêtaient pas de lui demander de se joindre à nous. Puis éventuellement, on a eu gain de cause. Il faut avoir des victoires en tant qu'entrepreneur de temps en temps. Ça en a été une bonne. En fait, je vais faire un peu du pouce là-dessus. Justement, initialement, Dominique et moi, on s'est connus dans le cadre. Sa copine conjointe, une des super bonnes amies du secondaire puis du cégep. Il était à Sherbrooke, ils sont venus à Québec. On commence à se suivre, à se voir un peu plus, à apprendre à se connaître, en fait. Puis il me parlait de son parcours à sa maîtrise, rentré au doctorat. Il fait de la robotique autonome. J'étais, oh my god, c'est tombé malade. Puis mon côté, c'est ça. J'avais fait un peu, j'avais vendu à 25 ans une participation dans l'entreprise, mais ça avait été quand même difficile puisque pour moi, ça a quand même été un deuil, dans le sens où on part en entreprise, on va à fond. Puis ça se passe pas nécessairement comme prévu, prend la décision de partir puisque le conseil d'administration prend un autre chemin. Donc, j'avais encore un goût quand même amer, mais je me rends compte que finalement, c'était encore bien présent. Il y a l'espèce de goût de bâtir ou de construire quelque chose. C'était toujours là. Puis bref, quand Dominique parlait, il disait hey, ça m'intéresse de me partir. J'étais oh my god, c'est vraiment hot, mais fais pas toutes les erreurs que j'ai faites. Fait que c'était vraiment en mode, je vais essayer de donner un coup de main, là, mais juste lister une liste d'erreurs qui vont arriver, ça arrive à tout le monde. Fait qu'il faut au moins le savoir pour éviter de les avoir. Puis moi, j'étais non, moi je fais mon cours, je vais aller chercher mon CPA, puis après ça, je vais travailler, je vais aider les entrepreneurs d'une autre façon, justement où ce qui se plantent souvent via les chiffres. Puis là, ben, un peu, mettons, comme un alcoolique qui est revenu, puis là, en fait, puis là, on m'en parlait, puis c'est là, ben, c'est ça, on a quitté les autres emplois, puis on s'est concentré à fond dans l'entreprise. Le bon vieux, je vais en faire juste 2 heures par semaine. Ouais, c'est ça, exact. Dès la première semaine, tu te connectes un matin, puis tu clenches un avant-midi au complet, puis tu dis, le mal est fait, rendu-le. On était plus progressif, tu sais, on était comme... Ouais, je pense que c'est intéressant. On a commencé. Non, mais c'est pas intéressant, arrête. Le flow. Non, mais c'est parce que, tu sais, on a commencé, puis je pense que c'est un point intéressant du démarrage. C'est que, une des questions, c'est de voir, tu sais, oui, on est complémentaires, mais on est capable de travailler ensemble. C'est cool d'avoir des idées, d'avoir une vision, d'avoir des aptitudes techniques différentes, mais tu sais, il y a un fit. On est capable de générer quelque chose concrètement. Fait que, tu sais, on commençait, c'était les lundis soirs, dans les bureaux en arrière, il n'y avait jamais personne. On arrivait, finissait de travailler, les gars finissaient d'avancer leur doc. Puis là, on avait tous les lundis un meeting, on appelait ça nos blitz, 3 heures où on faisait un suivi de... Premier point, c'était les bonnes nouvelles. C'est important de se le rappeler, qu'est-ce qu'on a bien fait cette semaine. Après ça, on a la liste des to-do, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, puis ramener les enjeux. C'est où nos problèmes, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les rushs, avec des objectifs très ambitieux, mais court terme. Puis là, dire, crème, on vise là, fort probablement qu'on ne l'aura pas, mais on est capable de générer quelque chose. On travaille-tu bien ensemble, on est capable de communiquer. Puis ben, surprenamment, les premiers objectifs qu'on s'était donnés, bon, on l'a eu. Puis là, c'est là qu'on fait tabarouette, on est peut-être capable de faire quelque chose. Là. Fait que c'est là que, on va dire, l'espèce de test. Là. Puis c'était pas comme, on essaye, puis go, on le fait. On a vraiment pris le temps. Puis là, c'est comme, ben, là, si on veut vraiment que ça marche, c'est là qu'il y a comme une transition à faire en termes de... Puis, selon ton expérience, moi, je suis curieux, là, il y a énormément de monde qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Puis, je pense que tout le monde pense qu'ils peuvent le faire tout seul. Est-ce que vous diriez, vous, que c'est carrément impossible, admettons, à le faire tout seul? C'est à quel point, admettons, c'est vraiment 100% crucial de s'entourer de forces complémentaires? On connaît certains entrepreneurs qui ont fait leur parcours seuls. C'est pas impossible. Par contre, c'est vraiment beaucoup d'efforts. Je crois qu'il y a moyen de le faire sans intégrer d'autres gens à l'actionnariat, mais c'est important de bien s'entourer de coachs puis de conseillers parce que c'est ça, on peut pas tout savoir. Ouais. OK. Puis justement, juste un petit point parce que... Puis, tu sais, moi, surtout mon profil, je suis un gars d'admin. On s'entend, là. Puis là, on est en innovation, on est en deep tech, une technologie qui a, on va dire, niveau international, là, quelque chose d'incroyable. Fait que, moi, ce qui me motive, c'est beaucoup l'innovation, c'est des entreprises innovantes. Donc, pas le choix de m'associer avec du monde qui ont cette expertise-là, sinon, oublie ça, je vais juste vendre du rêve. Fait que c'est pour ça que ça dépend encore là, c'est quoi le type d'entreprise, je pense, que tu veux faire, c'est quoi qui t'anime vraiment. Oui, ça se fait. Dans certains cas, même, c'est la meilleure chose, mais encore là, d'une entreprise technologique, souvent de la vitesse, puis apprendre, bref, ça amène d'autres impacts, d'autres enjeux. Fait que chaque entreprise, chaque marché a sa réalité, puis c'est un peu essayer de la comprendre, puis voir c'est quoi le meilleur plan de match à faire, et non il y a une façon de faire, puis ça marche dans tous les cas. Là.
je trouve vous avez bien répondu à la question, honnêtement. Là, puis je pense que ça fit aussi avec l'histoire que vous contiez juste avant. Là. Puis sur une autre lignée, peut-être, là, justement, tu as parlé de deep tech. Puis tu sais, c'est pas tout le monde peut-être ici qui va se lancer là-dedans. Je sais qu'il y a quand même du monde qui sont dans des backgrounds de génie. Mais c'est quoi la force peut-être d'aller publier des articles scientifiques puis de faire des études supérieures face à ça? Je pense que je laisserais Simon-Pierre peut-être s'exprimer là-dessus. Parce que je sais que tu as fait ton doctorat pas mal là-dessus. J'ai pas terminé encore mon doctorat, mais il achève. Mais dans le fond, ça l'aide vraiment beaucoup d'aller... nous, en fait, notre technologie est basée un peu sur la recherche qu'on a fait. Ça a été vraiment un bon point de départ parce que pendant 5 ans qu'on a travaillé ensemble, Dominique et moi, on a publié des articles, on a été capable de tester notre système, de le caractériser. C'est tellement... Puis ça a amené à des publications aussi. Ensuite, quand on va voir les gens puis qu'on leur montre ces publications-là, ça amène de la crédibilité, c'est certain. Là. OK, fait que les publications, tu dirais que c'est vraiment en termes de crédibilité surtout, que ça va apporter de la valeur à votre produit. Là, dire, regarde, c'est approuvé par la communauté scientifique, là, on fait pas juste pelleter des nuages puis se baser sur des principes qu'on sait pas réellement s'ils marchent. C'est pas le seul avantage, mais disons c'est un bon avantage. Sinon aussi, je pense que ça l'aide. Dans nos études aussi, on a appris à écrire, pas des demandes de subvention, là, mais faire des demandes de financement. Ça l'a beaucoup aidé, surtout en démarrage. Là, on en fait beaucoup, là, donc ça a été vraiment aidant pour ça. Puis toi, Dominique, de ton côté, admettons, as-tu la même perception? Ouais, je trouve que les points sont vraiment bien amenés, puis ça nous a ouvert beaucoup de portes d'avoir fait ce travail-là en amont. Puis on n'est vraiment pas le seul cas d'entreprise technologique que c'est ça. J'ajouterais quand même peut-être un point important sur le savoir-faire et la prise de confiance. En fait, on est vraiment des ambassadeurs d'entrepreneuriat scientifique. Pour être un entrepreneur scientifique, il va avoir une formation scientifique avant de se lancer. Puis, je nous projette à des moments où on se ramassait dans des bureaux de grosses entreprises avec des preneurs de décision qui nous challengeaient puis qui essayaient de creuser vraiment. Est-ce que ces gars-là comprennent pour de vrai la technologie qu'ils parlent? Puis, on fait bien ça, mais je ne nous verrais pas du tout réussir ces défis-là si on n'avait pas vraiment pris le temps de se casser la tête. Puis, oui, entre guillemets, perdre notre temps aux études graduées, là, ouais, ça, on y reviendra ensemble aussi tout de suite après, là, mais continue sur ta lancée, excuse. Ouais, non, je vais être content de parler de ça aussi, mais nous, on va vraiment défendre tout le long de notre histoire, parce que ça reflète qui on est, de prendre le temps de se former bien, prendre confiance, puis d'essayer des choses, puis l'université, c'est un méchant beau milieu pour faire ça, avant de se lancer. Parce que là, maintenant, on prend de la vélocité plus rapidement, parce que justement, ces éléments-là, on le sait pas, puis on passe tous nos jours à obséder, à faire la technologie qui va tout le temps marcher, puis qui va vraiment répondre aux besoins. Une chance qu'on a des réponses à une couple de questions, peut-être 10% des questions, on a déjà une réponse, parce qu'on part à quelque part. Si on partait à zéro, ça serait déjà difficile. Exact. C'est clair. Comme le disait Dominique, c'est des fois, en fait, quand on est en entrepreneuriat, au démarrage, en tout cas, c'est important d'être rapide. Donc, quand on travaille sur quelque chose, il faut que ça mène rapidement à un produit fonctionnel, disons. En recherche, c'est pas un des requis. On peut prendre le temps de vraiment bien comprendre les systèmes. T'sais, on peut passer deux mois à calibrer nos capteurs, à bien comprendre l'effet que ça a. En entrepreneuriat, en tout cas, nous, on n'aurait pas le temps de faire ça. Là. Ce serait pas trop rentable, mettons. On manquerait d'argent assez vite. Ouais, c'est ça. C'est drôle parce que tantôt, juste avant de commencer le balado, on en parlait ensemble avec Dominique, puis pendant tout mon bac, je dirais jusqu'à la fin de la 3e année, je disais, le monde qui font une maîtrise, ils perdent leur temps, ça sert à rien, je ferai jamais ça, il faut vraiment avoir du temps à perdre. Puis finalement, j'en fais une. Fait que, puis c'est drôle parce que tu as eu carrément le même parcours que moi à ce niveau-là. Puis toi, mettons, c'est quoi qui a fait m'emmener justement que tu as débloqué là-dessus et tu as fait il me semble que c'est une bonne idée d'aller faire une maîtrise en sciences. C'est une très bonne question, puis exactement comme toi, là, au point où j'avais des amis qui allaient le faire, puis j'ai ri un petit peu d'eux. Ouais. C'est moins le fun quand tu leur annonces que t'en fais une. Disons, l'élément déclencheur de mon côté, c'était un stage que j'ai fait dans un groupe de recherche à l'université de Sherbrooke dans le temps, où j'étais amené à construire une plateforme qui était aussi un robot mobile là, pour un autre use case, disons. Mais je l'avais fait de A à Z, puis un peu quand, là, ça va être le fun pour les gens sur place, peut-être que je vais essayer de mieux l'imager avec mes mots, mais mon parcours, c'est un peu une ligne tout le long du baccalauréat que je dirais qu'il y a une progression lente, mais c'est pas linéaire, mais je voyais que la dernière année, il y avait comme un petit kick-up, là, ça donnait envie de monter plus. Je disais, c'est donc ben plate d'arrêter
quand je sais pas où ça peut aller, ça. T'sais. Mais si je vais au moins essayer une maîtrise, au moins je vais voir là où je vais voir le plafond de ça. Puis justement, l'important dans la vie, c'est d'avoir du fun. Puis c'est une grosse valeur de Tessellate. Tu devrais pas faire quelque chose si, moindrement, le lundi matin, il n'y a pas quelque chose qui te drive à y aller. Je dis pas, ça ne tente pas tout de rentrer au travail le lundi matin, mais c'est vraiment un luxe dans la vie de pouvoir se lever, puis d'avoir envie, puis de penser aux défis, puis aux embûches qu'on peut franchir. Puis ça, la maîtrise, le travail en recherche, je voyais vraiment ça. Fait que c'est ça qui m'a fait continuer à une maîtrise. Puis en écrivant un article, puis en étant un peu sur le bord de la crise de panique, mais en vraiment étant à l'apogée de mon trip académique, j'ai décidé de faire un doctorat à ce moment-là. Fait que j'ai pas regardé en arrière. Je dois avouer, j'ai vu le plafond à un moment donné, par contre. Je suis content qu'on ait abordé cette tangente-là parce que c'est quelque chose que je promouvois. Puis, tu sais, même Joe O'Day, admettons, lui aussi, il a fait une maîtrise. Tu sais, je pense que j'aime ça de défaire ce stigma-là de tu vas là pour écrire des papiers, sortir, puis comme devenir un robot à faire de la science. Je pense que c'est vraiment loin de là. Puis, ma prochaine question, ça irait dans une autre, peut-être, tangente, on va dire, là, mais c'est la différence entre l'investissement de temps et l'investissement d'argent. Je pense que c'est une des erreurs. Je parle comme si je suis entrepreneur, mais je me fie à ce que j'ai entendu, mettons. Là. On dirait que le monde, souvent, ils se disent « Ah, j'ai mis de l'argent, ça va marcher. » Mais je pense que ça marche pas de même. Puis toi, mettons, ce serait quoi, PH, ton opinion par rapport à ça? C'est une bonne question. En effet, tu sais, au début, quand tu dis « OK, on le fait », là, ça devient super anxiogène. On le fait, mais on fait quoi? C'est que là, rapidement, tu tombes dans... Il y a de l'anxiété qui pogne, là, parce que concrètement, en fait, il n'y a rien de concret, il n'y a pas de chemin vraiment tracé. Fait que, tu sais, puis souvent, ce qui va être soumis, c'est mettre de l'argent, investir un 10 000, mais tu sais, encore là, ça va dépendre parce que la planification est vraiment, vraiment importante parce qu'en toute probabilité, les premières dépenses ne servent à rien. Tu achètes des affaires que tu n'auras pas de besoin, tu peux le louer, tu peux l'emprunter. Il faut, je pense, le plus possible retarder ces dépenses avant justement que chaque dollar qui est vraiment précieux soit bien investi, d'un. Puis de deux, la ressource, je pense qu'il faut vraiment que tu investisses le plus. Puis qui est des fois mal compris ou peut-être mal fait, c'est le focus. C'est vraiment le... tu veux que l'entreprise réussisse, c'est ton temps, c'est tes compétences, c'est un peu ton obsession. Au final, tu crées une entité propre. Une entreprise, c'est ça, c'est une entité qui est propre. Fait, comment on fait pour qu'elle réussisse? Puis au final, c'est notre temps. C'est notre implication. Puis c'est pas juste « Ah, j'ai fait mes heures, je n'ai assez fait. » C'est vraiment de... Il y a des objectifs, il faut réussir, il faut mettre les choses en place pour le faire. Fait que, quelqu'un qui met de l'argent ou, en parallèle, reçoit de l'argent, qui est un peu la même chose. De l'argent, c'est de la responsabilité. Fait que, est-ce que ton entreprise est rendue à prendre plus de responsabilités? C'est toi qu'il faut qu'il te détermine, mais toi, est-ce que tu es rendu, justement, à donner tout l'effort ou ton focus pour? Puis, c'est je pense, une des étapes les plus importantes où puis, tu sais, l'espèce d'initialement d'essai anxiogène, c'est normal. Puis c'est là, justement, qu'Entrepreneuriat Laval peut vraiment nous aider à replacer. Tu sais, tout le monde passe par là. Tu sais, quand le déclic se fait. Mais c'est ça, tu sais, le mettre de l'argent. Puis des fois, les investisseurs, il faut que tu cautionnes, il faut que tu mettes aussi de l'argent. Attendez, là, tu sais. Au début, on ne sait même pas ce qu'on fait. Puis, tu sais, ta première idée, en toute probabilité, pour ne pas dire quasiment certainement, ne sera pas la bonne. Tu sais, quand tu as tes premières hypothèses de marché, de produits, de prix, blablabla. Puis c'est normal, c'est un process, ça prend du temps, ça prend beaucoup de validation. Fait qu'il faut se donner le plus de chance, je pense, possible. Puis notre temps, puis notre discipline devient, je pense, notre meilleure arme pour y arriver. Là. Fait que mon opinion, puis on va dire selon mon expérience, puis encore là, dans des erreurs passées, c'est là que je l'ai plus compris. Là. Ben justement, moi, c'est exactement ça que je pensais. Est-ce que tu as eu des instances où est-ce que tu as vraiment fait cette gaffe-là? Des fois, tu t'es dit, hey, là, ça fait un bout que je travaille là-dedans. Puis B, c'est rendu quoi tes trucs pour cerner quand tu es en train de faire quelque chose qui, justement, est... Oups, je viens de dévier un peu de mon point focal, admettons que je m'étais fixé il y a un mois. Là, fait que ces deux questions-là, c'était hâte de les répondre en... Vas-y, une à la fois. Non, mais c'est nous-mêmes, on se pose la question. Comment, mais encore là, c'est beaucoup, je pense, y aller par objectif, d'avoir encore là la fameuse vision. Ta vision d'entreprise, puis pourquoi tu le fais. Il n'y a pas un chemin qui est bon, il n'y a pas une direction qui est la bonne. C'est vraiment s'assurer que ça, c'est fort. Puis ça a été une des premières choses que les trois, on a validé. Puis encore là, il y a plusieurs épreuves qui vont arriver, qui vont challenger la force de ta vision, si on veut. Puis là, il faut que tu la franchisses plus. Sinon, tu perds le cap, le focus, puis probablement les chances de succès aussi. Fait que les trucs pour revenir sur garder le focus, ben c'est ça, c'est que c'est ta vision, puis on va dire que, que c'est vraiment dans ton core, que tu veux que ça marche, c'est aligné avec tes objectifs de vie.
ça devient instinctif. Je pense que ça devient un peu de parfait, puis oui, il y a de la discipline, puis après, quand c'est dur, c'est se rappeler pourquoi on le fait. Puis il y a toujours des moments durs, des moments où la motivation est moins naturelle, mais c'est ça, c'est de se rappeler pourquoi, de où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on vise, puis est-ce que je suis en adéquation avec où est-ce que je veux être dans le futur, moi, individuellement? Oui. Après ça, est-ce que l'entreprise est dans ce chemin-là? Oui, non. Si oui, parfait, on continue. Fait que c'est encore là, c'est un peu théorique, mais il faut que ça soit une motivation qui est intrinsèque plus que juste des objectifs qui sont liés à des gens de l'externe. Puis c'est dur, je pense, à mettre en place. C'est pas des objectifs techniques, c'est plus des objectifs, mettons, spirituels, là, je sais pas comment dire ça. Là, non, mais tu sais, de plus grand ordre, mettons, là, de comme... faut que c'est ça, c'est que la notion de venir dedans, c'est parce que si tout le temps besoin de quelqu'un qui te dise de voici ton deadline, il faut que tu le réussisses, puis là, plus de procrastination, puis on met ça de côté, puis blablabla. Puis il reste que être étudiant, c'est ça. Là. C'est un peu le même qu'on si t'as fait ton bac en 9 ans, t'as dû passer par là une couple de fois. Ouais, mais écoute, on pourra en parler longtemps. Mais c'est ça, tu sais, faut que ça soit toi-même qui t'autodiscipline, puis comment le faire, comment apprendre à le faire. Je suis pas coach de vie, ni psy, ni autre, mais c'est quand même important, tu sais, il y a ce switch-là qu'il faut être fait, puis pour en donner, on va dire, en même temps, beaucoup de crédit à mes partners, eux, dans leur parcours, dans leur doctorat, ils l'ont fait. Tu sais, te rendre au doctorat puis le finaliser, tu as eu 1000 occasions de choquer parce que c'était trop dur. Là. Fait que tu sais, ça devient vraiment un chemin puis une épreuve qui te forme vers l'entrepreneuriat qui fait qu'après ça, tabarouette. Tu sais, moi, on va dire que c'était plus l'apprentissage de la rue. Puis c'est vraiment le côté académique qui a amené, mais juste. Et là, la multidisciplinarité, là, ça prend le street smart puis le book smart. Ouais, je me mets d'une drôle de en tout cas, mais c'est un peu ça, tu sais, je pense que la notion de discipline, dans le cadre du doc, eux, clairement, s'ils ne l'avaient pas, ils ne se seraient pas rendus là. Puis un élément clé de ta réponse que j'ai vraiment aimé, honnêtement, moi, c'est l'objectif commun au final. Fait que tu sais, je pense que quand tu parlais de tu sais, c'est quoi notre direction et tout, je pense que ça se rabat énormément sur l'objectif commun. C'est une des choses qu'on voulait aborder ensemble. Puis je voulais demander pourquoi c'est important, mais je pense que c'est là que tu l'as bien répondu. C'est pour justement aider à cerner dans le quotidien qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui est inutile. Tu sais, de ne pas avoir d'objectif commun, au final, ça fait que tu n'es plus capable de cerner ça. Puis je lancerais peut-être la question à Simon-Pierre. Votre objectif commun, c'est quoi? Puis tu sais, un objectif commun, c'est-tu c'est-tu 10 pages ou c'est-tu une phrase? Tu sais, quand tu veux dire, c'est quoi? C'est-tu une image? Tu veux dire, au départ, quels étaient nos objectifs communs? Ou, ben encore à ce jour, c'est quoi un objectif commun? Genre, tu sais, concrètement, mettons que moi, je voulais faire une compagnie. Je vais y aller un peu plus large que ça. Souvent, ce qui est important de faire au départ, là, nous, on a pris le temps de le faire, puis ça a été vraiment bénéfique, là, c'est de se définir un ensemble de valeurs, puis un peu des piliers. Nous, on l'a fait pour Tessellate. Puis quand on sait pas, quand on a des moments plus difficiles ou qu'on sait pas où est-ce qu'on s'en va, on se ramène toujours à ça. Puis ça nous remet les idées en place. Tu sais, nous, mettons Tessellate, Dominique le disait tantôt, je crois, le fun, ça fait partie de nos valeurs. Tu sais, on dit pas ça avec n'importe quelle valeur. On a vraiment un ensemble précis de valeurs qu'on a identifiées qui font partie du core de Tessellate. Sont-ils genre dans un Excel? Sont-ils genre encadrés? Non, mais tu sais, ça a l'air niaiseux. Ils sont dans une présentation PowerPoint, je pense qu'on avait faite. Si je me souviens. On pourrait l'imprimer et mettre ça quelque part. Là. Ouais. Fun. Mais en fait, fun, c'est probablement la plus douce de toutes nos valeurs qui sont assez obsédées et excessives. Là. Mais on vise l'excellence comme de façon mordicus, mais on veut se rappeler aussi qu'on va avoir du fun parce que sinon on tombe dans des pattes qui sont un peu dangereux. Là. Exact. Puis après ça, de ces valeurs-là, de ces piliers-là, vont découler un peu nos objectifs. Nous, notre but, c'est de construire une entreprise au Québec performante qui va aider à avoir un impact positif sur la société. Ça a l'air vraiment hyper général, mais ça va driver toutes les décisions qu'on va prendre d'avoir identifié ces valeurs-là. Puis souvent, je pense quand on démarre, c'est souvent on a le goût d'aller tout de suite rapidement commencer à travailler sur le produit ou faire les demandes. Mais ça prend, je pense que c'est un bon exercice de prendre ce recul-là puis d'identifier vraiment ce qui nous drive. Puis ça peut changer aussi. Il n'y a rien de mal à ce que dans le parcours ça change tant que tous les gens dans l'équipe soient encore alignés sur la même mission. Je donne un exemple. Au début de l'entreprise, nous, on observait une crise dans le domaine agricole sur le dépistage, puis on était très motivés par
contribuer à cette crise-là parce que c'est un domaine qui nous tient à cœur. Puis on pense qu'il n'y a pas assez de gens qui donnent de l'amour et de l'énergie à aider ces gens-là qui sont des piliers de notre société. Ceci étant dit, à force d'évoluer dans l'entreprise, on a vu que déjà que c'est risqué une entreprise technologique comme la nôtre, ben on s'est concentré sur d'autres problèmes qui nous tenaient à cœur aussi. Mais disons, la mission s'est transformée similaire un peu plus à qu'est-ce que Simon énonce, bâtir un pôle d'excellence en robotique au Québec, que tout le monde va pouvoir regarder et être fier. T'sais, on regarde beaucoup le pôle d'Optonique à la ville de Québec, c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Puis on se dit, si on peut construire quelque chose, puis c'est pas juste nous, là, c'est un ensemble d'acteurs. Là. Mais si nous, on peut contribuer à ça, ben un jour, l'opportunité de le faire, le problème de l'agriculture va venir, il va y avoir un écosystème qui va supporter les gens après nous, ou même nous-mêmes, à le faire éventuellement. On voit que votre vision est assez claire. Je trouve que c'est intéressant de voir un scénario. On dirait que tu me contes une histoire comme si tu la savais. Quand tu veux dire, non, mais à quelque part, c'est pas juste comme je fais un produit là c'est pas mal plus large que ça. Là. Fait que je trouve vraiment, vos réponses se complètent. Puis... Même tellement un point, on dit ça aide à la prise de décision. Puis des cas qu'on a en ce moment qui justement nous ramènent à notre core, c'est on arrive à trouver des investisseurs. Fait que là, les investisseurs, il y a différents profils, il y a différentes tailles d'investissement, donc chacun a un peu son objectif. Puis si tu sais pas c'est quoi ton core, ben, tu cherches un investisseur. Mais là, après ça, quand nous, on dit non, nous, on veut bâtir une entreprise. Puis ça va prendre du temps, ça va prendre de l'argent. On n'est pas dans les rendements ultra rapides. On vise pas non plus de liquider l'entreprise. On ne va pas faire quelque chose de court terme. Nous autres, ça nous motive zéro. Fait que maintenant qu'on le dit, on l'assume. Il y a des investisseurs qui sacent leur camp, mais eux qui viennent, puis là, c'est des profils vraiment intéressants. Là. Puis là, c'est du monde que là, en plus, ça devient fédérateur. Puis ça, c'est quelque chose même qu'on n'avait pas. On dit, ben nous autres, ça ne nous intéresse pas, mais les investisseurs, ils demandent ça, ou c'est ça les deals, faut-tu qu'on se plie à? Puis, on a bâti un dossier, on a bâti aussi, l'entreprise est rendue quand même à un niveau de maturité qui est intéressant aussi pour un investisseur, puis qu'on a quelque chose de vraiment concret aussi à leur pitcher. Mais là, on vient vraiment on va dire peut-être à créer un effet boule de neige, parce que ça amène des gens qui ça leur parle, puis ça sort eux que ça leur parle pas. Fait, ça devient, comme on dit, mais c'est dur, là, parce que tu es dans des décisions, là, il faut penser à nos liquidités, on a telle opportunité, on dit-tu oui, on dit-tu non. Il y a toujours plein de décisions, mais en revenant sur qu'est-ce qu'on fait pour qu'on le fait. Puis quand c'est vraiment, quand c'est partagé, puis c'est dit, puis peut-être vous le sentez pas, mais moi j'en parle, puis à chaque fois mes poils de bras ils lèvent un peu, c'est vraiment ça. On veut bâtir quelque chose, puis que ça soit durable, puis on a une des modèles d'entreprise un peu qui l'ont fait, puis pour nous, c'est là qu'on s'en va. Fait apprendre à laisser, puis mais c'est comme ça. On a quasiment l'air d'une secte, là, mais on n'est pas une secte. Peut-être un peu, là. Non, mais tu sais, je partage vraiment votre vision des choses ici. Je pense que c'est important. Puis il y a beaucoup de processus de même qui, on pense, sont intuitifs jusqu'à temps que c'est temps de le mettre sur papier. Puis il y a la même chose qui se passe même en conception mécanique. Le monde dit mais c'est facile, tu as juste à rajouter ça. Puis le mot juste implique souvent énormément de choses. Fait que tu sais, tu as juste à faire ton échelle, ton tableau de valeur. C'est pas long ça. Puis finalement, tu t'y mets, puis là tu fais OK, ouais, il y a des choses. Il y a des choses à aller trier là-dedans, là, vraiment. Il y a beaucoup de stock à faire. Puis il y a un autre mot tantôt que tu as abordé que j'ai vraiment aimé, Dominique, tu as parlé de risque. Puis souvent, là, le plus gros frein de se lancer en entrepreneuriat, on ne se mentira pas, là, c'est surtout quand on ressort des études. Il y a une belle année de salaire qui s'en vient juste en face de nous. Puis l'entrepreneuriat, souvent, on peut l'associer à pas d'année de salaire. Puis ça peut être pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Qu'est-ce que tu en dirais par rapport à ça? C'est-tu un mythe, c'est pas un mythe? Puis qu'est-ce qu'on peut en faire si c'est la réalité? Ben, c'est sûr que chaque cas est différent, puis c'est difficile de faire une image complète, mais je pense que notre cas peut être représentatif un peu de là où on est, peut-être parler de là où on devrait s'en aller en tant que société. Mais nous, en fait, on a commencé à monter ce projet-là pendant nos doctorats. Tu sais, comme Pierre Hugo l'a bien décrit tout à l'heure, ça a été un vraiment bon move parce qu'on se ramasse à la fin, même peut-être qu'on l'a commencé un petit peu tôt, parce que là, si mon père se ramasse un peu... tiraillé, disons, ces temps-ci. Là, mais, viens pas de mon côté, sinon. Ça a fait que le temps que le doctorat finissait, c'était très clair. On était rendu à la fameuse année où on peut commencer à se payer des salaires, pas des salaires extravagants, là, mais quand même quelque chose qui permet de payer tes dépenses normales, là, si on veut, sans mettre beaucoup d'argent de côté. Puis, tu sais, en tant que société, on pense qu'on devrait vraiment commencer à investir dans les jeunes étudiants qui sont déjà pas payés assez cher selon nous, pour qu'il y ait cette opportunité-là, parce que dans une vie, être quand même jeune, avoir pas trop d'attaches, c'est un méchant beau moment pour se lancer.
c'est des jeunes dynamiques qui repensent les choses un peu différentes. C'est vraiment une belle façon d'amener de l'innovation dans nos industries. Puis on pense que, nous, Tessellate, on va toujours être des ambassadeurs, des acteurs qui vont encourager à investir dans ces projets-là là, pour donner une chance, parce que nous, on a eu cette chance-là via les concours entrepreneuriaux, via tout l'écosystème qui gravite autour de nous. Puis sinon, l'autre argument que je ferais, c'est que il va toujours avoir une moyen de se payer éventuellement pour les bons projets, mais toujours garder en tête que c'est la meilleure école. Qu'y aller, en fait, peut-être que si tu te payes moins cher la première année de salaire que tu vas manquer, mais d'avoir fait ça, ta compréhension globale d'une entreprise, puis des enjeux de cash flow, puis des enjeux de besoin de créer de la valeur pour un client, toi, dans un département de R&D après ta maîtrise, disons, vont augmenter ta valeur comme individu significativement, ou ce qui éventuellement, probablement que tu vas être capable d'aller chercher des salaires plus élevés à cause que tu amènes plus de valeur dans les entreprises où tu vas travailler. Donc, il n'y a pas vraiment moyen de perdre. Tu es gagnant dans tous les cas. Tu restes la même chose, PH? Ah ouais, mais en fait, je dirais de l'autre bord. Dans le sens où, tu parlais de pas se payer pendant 2, 3, 4, 5 ans. Tu sais, au final, au début, on travaille pour l'entreprise, mais il faut aussi que l'entreprise travaille pour nous. Puis, je parlais de focus au début, ben, tu sais, pas être capable d'arriver à ta fin de mois, ça défocus. Fait que, tu sais, ça fait partie aussi, à un moment donné, d'une structure et une planification intelligente, que de voir c'est quoi les besoins de l'entreprise, c'est quoi mes besoins minimaux. Évidemment, c'est pas de dire je m'achète une BM9 parce que ça va flasher avec les investisseurs. Là. Ça marche pas ça. Fait que essayé ça? Ça non, j'ai au moins pas fait cette erreur-là. Là. mais c'est plutôt, tu sais, ça fait partie de ta planification financière. À un moment donné, il faut qu'il y ait des revenus. Tu sais, oui, tu peux éponger des périodes, mais tu sais, si tu fais 3, 4, 5 ans, pas capable de te payer, ben, si tu es en partiel, c'est correct, mais jusqu'à quand ou pourquoi? Tu sais, à un moment donné, il faut que l'entreprise crée de la valeur. Tu sais, crée de la valeur aussi. Elle a une période, on va dire, d'essai. Puis c'est là où, justement, qu'il y a la période du départ, souvent qu'il y a plus d'aide, il y a plus d'opportunités. Mais rapidement, il faut tomber en mode comment on génère des revenus, comment on réussit justement à combler nos dépenses. Puis si dans ta planification financière, ça fait du sens parce que tu ne te payes pas, mais que si tu te payes, ton modèle d'affaires ne marche pas, ben ton modèle d'affaires ne marche pas. Fait qu'il va juste marcher pas plus tard. T'sais. Fait que ça fait partie de le mettre, à la limite, tu le calcules, mais tu ne verses pas, mais c'est quand même prévu. T'sais. Ça fait partie de ton calcul de coût. Fait que c'est pour ça que c'est le piège aussi, je pense, des fois, puis encore là, c'est une erreur que j'ai faite, de commencer, on se paye pas, on étire, d'autres revenus, puis là, maintenant, ça devient, c'est une pression. Puis là, travaille plus ses sidelines, donc défocus, puis le focus, ton temps, c'est vraiment, je pense, qu'il y a plus de valeur. Fait que de l'assumer encore, puis c'est pas facile, c'est vraiment difficile de réussir à jumeler ces côtés-là, mais je pense que c'est important de le dire aussi. Ouais. Je suis content que vous en parlez parce que c'est une géante méconception autour de l'entrepreneuriat. C'est vraiment que justement, il faut que tu t'arraches les cheveux de sa tête, puis tu finis des fins de mois, puis tu mets tes dernières scènes dans ton entreprise pour essayer de la faire survivre. Puis j'ai vu plein de monde qui n'ont pas fait ça, puis c'est vraiment possible de ne pas le faire. Là. Fait que je trouve que c'est agréable d'en parler. Une autre des choses qu'on voulait vraiment, vraiment aborder ensemble, c'est la teachability, comme vous l'appelez si bien. Moi, quand j'ai fait des rencontres avec Entrepreneuriat Laval, ils m'ont vraiment parlé souvent de leur capacité à être teachable. Puis là, j'ai francisé le mot, là, ça va être enseignable. Je pense que c'est si ça existe, ce serait le mot le plus approprié. Puis, c'est quoi la teachability, en fait? Ça a l'air niaiseux, mais... Ouais. C'est mon Pierre. En fait, tout le monde me regarde. C'est ça. Il y a des gens aussi qui appellent ça la coachabilité. En fait, c'est d'être capable de prendre les conseils. Là. Souvent, quand on commence, on ne sait pas beaucoup, surtout quand on n'a pas d'expérience, comme Dominique et moi. C'est important d'être capable de prendre du feedback. Parce que on parle à des gens qui, eux, l'ont déjà fait, voient mieux, sont capables de cerner plus rapidement la situation que nous. Donc, d'être capable d'écouter leur feedback, de réfléchir là-dessus, c'est crucial. Ça va nous permettre d'éviter bien des erreurs. Puis aussi, des fois, c'est difficile de se faire dire « fais-moi confiance, je te dis, va pas dans cette direction-là, sinon ça fonctionnera pas. » Mais il faut être capable de mettre son ego de côté, puis justement, de faire confiance, puis de se dire « s'ils me le disent, c'est que probablement, ils ont un instinct plus développé que le mien. Ça va venir. » Puis avec le temps, on repense à ça, puis on se dit « ah oui, effectivement, si on avait été dans cette direction-là, on en aurait bavé. » Donc, c'est ça. Je pense
aussi, pour des coachs, ça doit être plaisant aussi, là, quand on écoute leurs conseils. Là. J'imagine que c'est plate, tu conseilles quelque chose à quelqu'un, il fait exactement le contraire, puis après ça, il fonce dans le mur. Ça doit être assez plate. Le classique, quand tu vas au physio, puis il te donne des exercices, puis tu fait les 3 premiers jours, puis après ça, tu dis, t'es as-tu fait? Oui, là. Ouais, je pense que les physios, ça doit être ceux qui en souffrent le plus. Ouais, c'est ça, l'entrevue motivationnelle qui appelle, là. Puis, justement, vous, à partir de quand, ben, j'irais peut-être avec PH, c'est quand est-ce que quelqu'un peut te donner un conseil puis que tu le prends en considération puis que tu le prends pas, parce que tu sais, à quelque part, tu peux pas non plus accepter pragmatiquement 100% des choses qui viennent à toi. Puis c'est quand est-ce que tu jongles avec ça? C'est une question de la relation de confiance, tu sais, puis là, tu disais, ça a l'air contre-intuitif, fait qu'à quelque part, tu veux pas, mais il faut que tu cèdes, là. Ouais, c'est super bon point, puis je pense honnêtement que c'est une de nos facteurs de succès en ce moment, d'être coachable. C'est vraiment contre-intuitif, mais il y a beaucoup de gens qui veulent nous aider. Là. Puis je pense qu'on est chanceux. Aujourd'hui, il y a plein de monde qui veulent aider les entrepreneurs, puis même dans les entreprises, peu importe. Puis il n'y a rien de pire que d'essayer d'aider quelqu'un, puis tu sens qu'il ne t'écoute pas vraiment. Puis des fois aussi, on va dire par manque de confiance ou pour pouvoir démontrer de l'assurance, on va dire « Ah oui, je sais ce que je fais, c'est où ce que je m'en vais. » Pire erreur. Ça, c'est un red flag pour tant des clients que des investisseurs, quoi que ce soit. C'est accepter qu'on ne sait pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Puis de prendre toujours tous les points d'information, puis sans dire on écoute pour faire exactement ce qu'ils disent, mais toujours, ça permet de construire ta stratégie. Puis c'est ça, ça je pense que c'est vraiment important, l'humilité, puis de le reconnaître, d'être reconnaissant quand les gens, en fait, veulent nous aider. Puis là, j'ai perdu le sens de ta question. C'était quoi? Alors, c'était justement de différencier quand est-ce qu'un conseil pour toi devient valable, puis quand il ne l'est pas. Ben, c'est ça. À chaque fois, ça devient... On ne fait pas tout ce que le monde nous dit, on le fait. Non. Mais à chaque fois, on va prendre un maximum d'informations parce que chaque point de vue, il y a quelque chose qu'on peut apprendre. Genre, constamment. Puis, c'est encore là, c'est une erreur. L'erreur d'ego, puis l'erreur de « Ah, je sais ce que je m'en vais, mon plan il est solide, blablabla », puis jusqu'à ce que tu l'apprennes par toi-même à tes dépens. Ben, réussir à se mettre, c'est conflictuel, puis des fois, c'est justement ça. Tu as l'impression d'avoir l'air tweet parce que tu sais pas, mais de dire que tu sais pas, puis d'expliquer exactement ce que tu sais pas de façon précise, ça, je pense que ça montre un signe aussi de, je dirais pas d'intelligence, mais de confiance. En fait, ça va établir un meilleur lien de confiance avec les personnes qui veulent t'aider. Puis c'est là qu'après ça, pouf, ils nous ouvrent des opportunités qu'on aurait demandé, on aurait laissé sous-entendre qu'on n'écoute pas ce qu'ils disent. Ben, ils nous auraient pas ouvert ces opportunités-là. Il y a plein de choses qui sont arrivées sans que ça soit prévu par des gens de notre réseau qui veulent nous aider parce qu'on les écoute pour vrai, puis on agit. En fait, ce qu'on dit, c'est ça, c'est qu'on n'a pas d'ego. Donc, si on n'a pas raison, parfait, on va changer. Mais par contre, si tu me dis quelque chose, puis on analyse qu'on a raison, on va continuer. Mais on veut se faire dire en fait qu'on a tort. Souvent, on sort de des meetings des fois, puis on dit à la personne « Hey, je t'aime tellement, là. Tu nous as montré à quel point là-dessus, on savait rien. On savait rien. On pensait qu'on avait un plan, mais c'était complètement bidon. Puis on le remercie vraiment, là, parce que là, se faire dire t'es beau, t'es bon, continue, ça va bien, vous êtes bien aligné, ça amène aucune valeur. En fait, même l'inverse, ça te renforce une idée que tout va bien et que tu peux pas te planter. Quand dans les faits, c'est là où tu tombes à risque de la double ignorance, là, de ne pas savoir ce que tu sais pas, ce qui fait que tu te mets le pied dans un trou sans que tu le vois. Fait que, tu sais, on est constamment à la quête, puis je pense que les gars, vous autres, c'est aussi via votre esprit scientifique. C'est quoi le problème du système? Comment il fait qu'il ne plantera pas? Puis il va être complètement obsédé à trouver justement ces choses-là, à l'inverse de qu'est-ce qui va bien, puis pourquoi ça va bien, c'est ça. Fine, continue. Là. Moi, j'aimerais ça rajouter un petit truc. On est toujours à l'écoute, mais on challenge tout le temps. Ouais, ça, j'ai été étonné à quel point en entrepreneuriat, pour un dilemme A, les solutions qui allaient dans des chemins complètement opposés, complètement incompatibles, qu'on recevait des signaux qui disaient « voilà, c'est vraiment ça la solution », puis d'autres signaux qui étaient l'inverse. Il faut être capable de se faire sa propre tête. On va recevoir les signaux, il faut toujours prendre les signaux puis comprendre pourquoi les gens nous disent des choses, puis ça, on est vraiment à l'écoute. Mais on challenge, c'est un peu une machine à pinball. Un conseil arrive dans TSLA, ça part de tout bord, de tout côté, on rebondit avec tout le monde. Mais on se fait une tête, grosso modo, quand même bonne à la fin des choses, où ça nous aide à prendre des bonnes décisions. C'est là qu'on voit la pensée critique qui est forgée assez solidement dans ton âme. Puis sinon, les gars, félicitations vraiment pour votre bourse Pelado. C'est tout qu'un exploit de gagner ça. Là. Honnêtement, il faut le faire. Puis justement, comment est-ce qu'on le fait? Puis je dirais,
C'est quoi que vous pensez qui a été différenciateur dans votre application pour gagner ça? J'irai avec Dominique. Ben, tu sais, sachez qu'on n'avait pas été pris la première année aussi des bourses Pelado, tu sais, puis un des éléments qu'on s'est fait dire, c'était justement la persévérance, tu sais, d'être capable de essayer quelque chose, recevoir le feedback, puis revenir à quelque chose de mieux, mais vraiment mieux, mettons, en fonction de ce qu'on a entendu. Ça a vraiment joué pour notre dossier. Donc, si une équipe participe, n'a pas réussi l'année dernière, reparticipe cette année, les chances sont encore bonnes, même sont probablement meilleures que l'année dernière. Donc, la notion de persévérance, ça nous a aidé beaucoup. Après ça, c'est vraiment, tu sais, la notion d'être à l'écoute, d'être capable de s'améliorer, puis d'être à l'écoute du marché, du client, puis de comprendre c'est quoi le vrai besoin, puis en quoi est-ce que nous, on est uniquement positionnés pour créer de la valeur. Quand on a vraiment mis le doigt là-dessus, puis c'est ça qui a reflété dans tous les documents, puis tous les pitchs qu'on a faits, on s'est fait complimenter par les gens qui gravitent autour de nous, que on avait vraiment compris quelque chose. On avait pris un step-up en sérieux entrepreneurial. Donc, ça a reflété avec aussi les résultats de la bourse. Mais il y avait d'autres très beaux projets aussi qui étaient présentés. C'est super bien exprimé. Puis, on s'en vient vers la fin de l'entrevue. Puis, normalement, j'ai une question plus spéciale. C'est quoi votre meilleur conseil pour des étudiants? Mais je pense que je le redirigerais peut-être vers quelque chose qui est un peu plus large. Puis, ça va être à tour de rôle, là. C'est à propos de l'équilibre dans la vie, parce que je pense que pour faire de l'entrepreneuriat, puis être performant, puis être épanoui, puis suivre sa mission, il faut trouver un moyen de recharger ses batteries, puis de revenir en force. Pour toi, PH, puis on va y aller à tour de rôle, les gars, ce serait quoi ton truc pour recharger tes batteries? C'est quoi qui te fait du bien dans ton quotidien? Ouais, moi, je suis quelqu'un d'intense. Puis, tu sais, driver justement par l'entrepreneuriat, puis on veut que ça marche, mais ça vient avec le danger de... À un moment donné, il faut faire autre chose, il faut décrocher. Moi, c'est vraiment, on va dire, le plein air, mais tu sais, pas le plein air dans les sentiers de la CEPAC. Là. Moi, c'est partir dans le wild. Intense. Ouais, non, mais... Intense, mais quelque part mais avec le monde avec qui je fais ça, je suis vraiment je lightweight par rapport à eux. Là. Oui, mais oui, tu sais, je chasse à Lorgnas, à Côte-Nord, on s'exile dans des spots... puis, ben, s'exile. On a les camps, là. On est quand même... Oui, c'est oui. ça. Mais eux, c'est parce que ce qu'ils font... J'ai un ami, justement, qui est Inou, puis on fait des trips ensemble, puis moi, je suis un bébé à côté de lui, là, puis à côté d'eux autres, mais pour moi, c'est vraiment intense, puis ça fait triper, mais c'est ça, complètement déconnecté, aller dans la nature, prendre du temps, tu sais, connecté à rien, là. Ça, moi, j'en ai besoin, genre, quelques fois par année, là. Puis quelquefois, mettons, c'est quoi, 2, 3, puis ça dure combien de jours? Ça dépend, tu sais, des fois, justement, on a des décisions quand même importantes à prendre, puis là, j'étais, merde, je sais pas quoi faire. En fait, la décision, c'était au 1er juillet, à partir du 1er juillet, on est tombé de temps plein sur l'entreprise. Ça impliquait que je quittais un bon emploi payant, je slackais un peu mes cours, donc tu sais, il fallait que je prenne une décision importante, puis challengeante à bien des égards, puis j'avais besoin de passer du temps tout seul dans le bois. Je suis parti tout seul, ça a été 24 heures, pas long, là, mais tu sais, d'être là-bas tout seul, puis le lendemain, je me suis réveillé, parfait, je savais quoi faire. Puis c'est pas arrivé pouf de même, là, mais je connaissais mes enjeux, puis j'avais besoin d'aller réfléchir tout seul. Fait que c'est une qui s'est parlé, je parle beaucoup, mais là, ça avait besoin de pas parler. J'ai besoin de justement, moi avec moi-même, puis donc ça peut être une journée, ça peut être, idéalement, j'aime ça 1 semaine, 2 semaines, mais 2 semaines collées, je me souviens pas la dernière fois que j'ai fait ça. Fait que... C'est un super bon truc, je trouve vraiment, c'est une réponse super complète, puis j'espère qu'il y a du monde qui vont peut-être s'inspirer de ça. Toi, Dominique? Pas, là, c'est un peu Ouais. dangereux. Toi, Dominique? Pendant que PH va s'isoler dans le bois avec des ours, moi, j'ai quand même un élément de réponse dans un sens inverse. Je pense que c'est d'être capable de bien s'entourer dans la vie, d'être capable d'avoir des relations avec d'autres humains qui ils ont plein de belles suggestions à nous faire, ils vont être à l'écoute, puis tu sais, c'est des gens, de mon côté, des gens à qui je vais aller bouger, des gens à qui je vais faire des activités. Je vais aller dans un chalet, peut-être pas aussi loin dans le bois, mais je vais aller pareil. Où ce que, des fois, pas nécessairement parler de nos problèmes, mais ça donne l'occasion de décrocher, puis de rire, puis de faire d'autres choses, puis de mettre les choses en perspective. Puis des fois, tu sais, quand il y a une semaine, il y a un mois qui a bien été, puis il y a une semaine difficile à la fin, puis tu parles aux gens, mais juste au cas de dire, ben, OK, c'est vrai que ça a l'air tough, puis on dit pas, on n'enlève rien, mais en même temps, ça va quand même bien, tu sais, donner à l'extérieur, plus ça te fait dire, ah, ben ouais. Puis c'est de mon côté, c'est vraiment les relations humaines, puis tu sais, du temps de qualité avec les gens qu'on est proches, tu sais, prendre du temps quand tu reviens de travailler, même si tu pourrais dire, OK, je vais me reconnecter, je vais continuer à écrire du email, j'ai pas tout à fait fini mes trucs,
Ben non, tu sais, si tu peux prendre le temps de faire à manger, puis d'aller courir, jogger avec ta blonde, ben moi, c'est des choses qui me font du bien, puis ça m'aide à revenir la journée suivante avec l'énergie qu'il faut pour attaquer les problèmes. Je dirais que je suis plus style ça que style ça. C'est correct. C'est correct. Toi, c'est pas Pierre? Oui, un peu similaire. Moi, j'ai une autre passion que la robotique qui se trouve à être l'escalade. Donc, c'est ça, on passe nos semaines à travailler sur l'ordinateur. Ça fait pas beaucoup bouger. Donc, d'être capable d'aller faire juste une séance par semaine, ça fait du bien. Quand je skip une semaine parce qu'on est trop occupé, là, je le sens que le niveau de stress augmente. Fait que dans ce temps-là, je fais juste, OK, à soir, je m'en vais faire de l'escalade un peu. Puis après ça calme de faire ça. Ouais. Finalement, Simon, c'est Dominique, une t'as été machine, détrôné. Là. Moi aussi, mon échappatoire il est dans le même gym. Là. Ah, On va juste pas au même, là, mais Ouais. on a la même méthode. Là. Je te confirme, ça marche, moi aussi. On ira ensemble. Eh bien, les gars, sérieux, une ronde d'applaudissements pour vous, de la part de l'auditoire. Ça a été vraiment super agréable. Vous avez donné des super bonnes réponses. Je trouve que vous avez été transparents. Puis vraiment, ça a été un podcast super agréable. J'espère juste que le son va sortir comme il faut. Mais écoute, ça va faire partie de mes apprentissages à moi aussi, PH. Merci d'être passé, les gars. C'est vraiment apprécié. Merci à toi. Hein, puis encore une fois, merci à tout l'écosystème. Là. On a reçu beaucoup d'aide. Là, puis il faut le dire, là, que ce soit Entrepreneuriat U Laval. Encore là, il y a beaucoup de gens qui sont généreux, qui veulent aider. Puis nous autres, on dit oui à l'aide. Fait que des fois, si vous voulez pas vraiment nous offrir quelque chose, offrez-le pas parce qu'on va dire oui. Fait que, mais c'est ça vraiment, là, on sent qu'il y a beaucoup de gens bienveillants. On entend plein de choses autres en lien avec le contexte des affaires, mais des gens qui ont réussi, qui sont passés par là. Je connais pas d'autres univers que c'est autant vrai, ça. Il y a un côté très philanthropique, mais c'est ça, bienveillant. Fait que je pense que c'est important de le dire. Puis on en est vraiment reconnaissant. Là. On le dit assurément pas assez, là, mais vraiment reconnaissant. Là, ouais. Merci à Entrepreneuriat Laval, encore une fois. Puis félicitations, Jérémy, pour ton podcast. Ah, ben merci. Tu nous as expliqué ta mission avec ça, de montrer, de démystifier un peu l'entrepreneuriat, puis de montrer que on est comme les gens, n'importe qui, puis c'est vraiment possible de se lancer puis d'essayer de bâtir quelque chose. C'est la première fois qu'on fait un podcast les trois ensemble. Si on réussit à avancer dans ce projet-là, tu vas pouvoir toujours dire ça. Ouais, exact. Mais c'est un honneur pour nous d'avoir fait ça en vraiment. premier. Je suis content d'entendre ça. Merci, les gars. Puis je vous souhaite à l'année prochaine, peut-être pour un autre podcast en live. Merci à Entrepreneuriat Laval. Fait que tout le monde passe une belle fin d'après-midi. On se dit à Merci. plus.